Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission sur la chaîne des publications Agora. Nous sommes en compagnie de Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora, et nous avons le plaisir d'accueillir Héloïse Benamou, comptable, auteure et analyste spécialisée dans les questions économiques et financières mondiales. Donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour votre invitation, je suis très ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors Héloïse, vous êtes connue pour vos travaux d'investigation qui mettent en lumière les aspects méconnus du système financier mondial. Donc, votre dernier livre, l'affaire Swift, publié en décembre 2024, est une enquête approfondie sur la manière dont les États-Unis ont transformé le réseau Swift, donc la plus grande base de données bancaires internationale, en un outil d'espionnage au service de l'impérialisme américain. Donc, je vous propose de revenir aux origines de l'affaire. Alors, le réseau bancaire Swift avait été créé et avait pour promesse de garantir la neutralité des transactions internationales. Donc, comment est-ce que les États-Unis ont réussi à en prendre le contrôle ? Alors d'abord, il faut comprendre ce que c'est que SWIFT au sein du système bancaire et financier. C'est une sorte de notaire qui permet aux établissements de pouvoir effectuer des transactions et SWIFT intervient en tant que tiers de confiance. Donc avant tout, SWIFT c'est un réseau de télécommunications qui permet aux acteurs de s'échanger des messages pour se transmettre les informations relatives aux transactions. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'à partir de 1998, progressivement, SWIFT a basculé sur Internet, ce qui a donné un certain pouvoir aux Américains qui contrôlent le réseau. Et lorsque les attentats du 11 septembre sont survenus et qu'il y a eu des attentats terroristes qui ont choqué le monde, lorsque les avions commerciaux se sont écrasés dans les tours du World Trade Center, l'administration de l'époque, de George W. Bush, a mis en place tout un dispositif à travers l'USA et Patriot Act pour organiser la surveillance. La surveillance et en particulier la surveillance des données bancaires en offrant des pouvoirs étendus à la communauté du renseignement pour pouvoir cartographier les réseaux terroristes parce qu'effectivement la principale cible à l'époque de l'Amérique était Oussama Ben Laden qui était un sponsor financier du terrorisme international. Et l'Amérique souhaitant démanteler ces réseaux a jugé nécessaire de mettre la main sur les données bancaires à travers SWIFT, donc qui conservait des historiques des transactions, en considérant que les réseaux terroristes avaient besoin de financement pour pouvoir s'organiser, verser des pots de vin, acheter des armes, etc. Et que donc, en ayant accès à ces données, ça permettrait de démanteler les réseaux. Donc au départ, ça s'est mis en place secrètement, avec la communauté du renseignement américain et SWIFT qui a reçu des demandes exécutoires pour être contrainte de donner ces informations à l'administration américaine. Et à partir de là, s'est installée une relation privilégiée entre l'Amérique et SWIFT. Donc il faut quand même que j'explique que SWIFT au départ a été créé en Belgique en 1973 et que malgré le fait qu'elle siège sur le continent américain, elle avait des centres opérationnels aussi aux États-Unis, en Virginie, ce qui la soumettait au droit américain et elle n'a pas eu d'autre choix que de coopérer avec l'administration. Voilà. Est-ce que ça a été efficace ou c'était plutôt un prétexte pour justement avoir la main mise sur toutes les données financières mondiales ? Ce qui s'est passé par la suite assez rapidement, c'est qu'effectivement, il y a des terroristes qui ont été arrêtés, on a pu comprendre la façon dont ils se finançaient, etc. Néanmoins, assez rapidement, les objectifs du renseignement financier américain ont dévié de ce qu'ils étaient déclarés, en tout cas au départ. Et même s'il y avait des résultats dans ce domaine, il faut bien admettre que rapidement et dans la poursuite d'opérations dont les Américains avaient l'habitude depuis la Deuxième Guerre mondiale, en réalité, l'espionnage américain est toujours mêlé avec de l'espionnage économique à grande échelle. Ça s'était révélé déjà avant les attentats avec les révélations sur le réseau Echelon, qui avait fait l'objet d'enquêtes à la fin des années 90. Et d'ailleurs, les Américains n'avaient pas voulu coopérer avec les Européens. Des délégations avaient été envoyées aux États-Unis pour rencontrer des agences dont la NSA, mais au dernier moment, tout avait été annulé. Et avant les attentats du 11 septembre, au mois de mai, il y avait des dispositions qui devaient être prises par la communauté européenne pour contrer l'espionnage économique, notamment via Echelon.
Et finalement, les attentats du 11 septembre vont arriver peu de temps après et vont balayer tout ça. Et les États-Unis vont poursuivre ces opérations, mais cette fois-ci en faisant du renseignement financier et de l'usage de la donnée bancaire un véritable instrument de pouvoir au service de leur impérialisme. Et comment se fait-il que cette guerre elle passe un peu inaperçue aux yeux des Européens aujourd'hui, Philippe? Aux yeux des Européens, aux yeux de presque tout le monde, à partir du moment où la presse ne s'empare pas de la question, ça reste discret. Finalement, si ça n'existe pas à la télévision, ça n'existe même pas dans l'esprit des gens. Je vais rebondir sur le Patriot Act. Donc, c'est John Ashcroft qui le présente. C'était le ministre de la Justice de l'époque, qui le présente 3 semaines seulement après les attentats. C'était un document de peut-être 800 pages. Tous les spécialistes sont d'accord. Ce Patriot Act était en cours de rédaction depuis des mois, peut-être même des années. Il ne manquait que le bon prétexte pour le rendre exécutoire, quelque part. C'est presque l'expression qu'il faut employer, puisque ça autorisait les Américains à faire des demandes auxquelles les divers organismes ne pouvaient plus se soustraire. Voilà, à partir du moment où c'est une demande de la justice américaine dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il n'y a aucun moyen de dire c'est couvert par le secret, etc. Les Suisses, d'ailleurs, ont très très vite fait l'expérience. Ils ont dû d'ailleurs dire à tous leurs clients particuliers, notamment américains, il va falloir trouver une solution. Soit vous partez, soit vous avez assez d'argent pour créer une société écran, auquel cas on vous garde, mais si vous n'êtes pas capable, on ne peut pas vous garder, vous, en nom propre. Les Américains se sont servis donc de ce Patriot Act comme un instrument de chantage. Et pour la NSA, voilà, je crois que je n'apprends rien à personne, mais pratiquement 75% de ces moyens sont destinés à l'espionnage financier, alors industriel, financier, brevet, tout ce qu'on veut. Et 25% des ressources sont quand même allouées à la lutte contre le terrorisme. Et en ce qui concerne la surveillance des réseaux de financement, au départ, Ben Laden se servait de ceux de la CIA, mis en place par la CIA. Et on s'est dit après ça, peut-être qu'à un moment il va se méfier, il va décider de créer ses propres circuits, il faut quand même qu'on puisse continuer de le tracer. Mais au départ, Ben Laden se servait de ce qui lui avait toujours été procuré pour pouvoir mener la lutte contre l'occupant russe en Afghanistan jusqu'en 1988. Après, il a commencé à trahir ses alliés américains. Voilà. Donc cette histoire de lutte contre le terrorisme, on ne peut pas laisser une zone d'ombre. On ne peut pas se dire si on ne surveille pas ça, il y a un trou dans la raquette. Donc il faut tout surveiller. Donc bien sûr, Swift, Clearstream, tout ce qui circule par les énormes câbles de fibre optique qui traversent l'Atlantique et toutes les mers. Donc à chaque fois, les Américains ont mis une dérivation ou un mouchard qui permet de capter tout ce qui se passe. D'ailleurs, quand on installe la fibre dans un pays, si l'opérateur est américain, il y a forcément une backdoor pour que les Américains puissent surveiller ce qui va s'échanger entre le pays qui vient de se doter du réseau et toutes les communications entrantes, sortantes, etc. Voilà. Et, on en reparlera, mais enfin, en plus de ça, de nous-mêmes, on confie toutes nos données aux Américains, données de santé, Amélie, la facture, enfin, les fiches de paye de la défense, tous les fonctionnaires qui sont dans la défense, tout est hébergé par Microsoft. Voilà, donc, Swift est évidemment quand même quelque chose de central, parce que c'est l'organisme qui donne toutes les instructions de transfert. Jusqu'à présent, on n'y a pas touché. C'est-à-dire qu'on n'a jamais interdit à Swift de faire le transfert, sauf que pour la Russie, on a décidé que Swift ne devait plus les faire. Donc on peut interdire à Swift de faire les transferts, voilà, ça a été acté. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore demandé à Swift, ça vous laissez passer, ça vous laissez pas passer. Oui, aujourd'hui, cette transaction avec la Russie, on laisse passer, celle-là, on la laisse pas passer. Voilà, pour vous dire que le contrôle, c'est uniquement un contrôle des données pour l'instant, mais on peut très bien imaginer que demain, les Américains diront, finalement,
on décide finalement de ce qui est légal, licite ou pas. Qu'est-ce que SWIFT peut autoriser comme mouvement ou pas, Bah, c'est quand même déjà le cas parce que grâce ce que j'explique, c'est qu'en fait, avec SWIFT joue ce rôle d'une part de transférer les informations entre les agents au sein du système, mais aussi elle permet de gérer les codes. Les codes qui se trouvent sur les relevés d'identité bancaire, notamment le code BIC, etc. Mais en fait, avec ça, le système bancaire est obligé d'intégrer, de se mettre en conformité avec les obligations du Trésor. Et en fonction des objectifs qui sont décidés aux États-Unis, les transactions sont effectivement bloquées. Si il y a par exemple un embargo, comme il y en a eu un contre l'Iran qui était très impressionnant, et bien dans ce cas-là, les transactions sont bloquées. Elles doivent l'être en tout cas. Et si elles ne le sont pas, BNP Paribas en a fait les frais. Ça lui a coûté très cher parce qu'une amende record de 9 milliards lui a été infligée. Et ça a été un signal très très important à l'égard du système bancaire et financier, puisque finalement, ça voulait dire ou bien vous coopérez en intégrant, en vous mettant en conformité avec nos objectifs, et si vous ne le faites pas, eh bien vous serez sanctionné également. Avec le risque aussi que la banque puisse disparaître, parce que BNP Paribas, c'est quand même une banque de premier plan au niveau mondial et au niveau européen. Et les États-Unis étaient quand même en mesure de savoir que BNP Paribas avait violé l'embargo contre l'Iran et le Soudan notamment. Et donc il y a le contrôle, mais il y a aussi, à partir du contrôle, une mise en application qui est extrêmement coercitive et qui s'applique à une échelle vraiment mondiale aujourd'hui. Ça s'est mis en place après, lorsque, en 2004, ils ont créé le bureau de la lutte antiterroriste et du renseignement financier. Et c'est là que s'organise vraiment cet impérialisme financier américain. Donc, ce bureau tient un jour une liste de personnes qui sont ciblées. Alors, ça dépend des motifs, mais il y a différentes listes en fonction que vous soyez chinois ou iranien ou russe ou nord-coréen, selon la menace que vous représentez pour les États-Unis. Mais ils décident tout à fait que telle personne, individuellement, grâce aux standards qui sont développés, les relevés d'identité bancaire qui permettent d'identifier, d'authentifier et d'individualiser les gens au sein du système mondial, vous pouvez être pris pour cible, et dans ce cas-là, les États-Unis vont geler vos actifs, ne peuvent vous exclure du système international. Donc n'importe qui peut être ciblé par ces sanctions quelque part. Oui, ça dépend des intérêts qui sont en jeu. Et tout cela relève de ce qu'on appelle une interprétation unilatérale du droit. Et le droit est américanisé quelque part, mais il n'y a pas de fondement juridique à la suspension des transferts par SWIFT. Il n'y a pas de loi internationale, ni à l'OMS, ni nulle part, qui dit que SWIFT doit se conformer aux instructions de la justice américaine, donc au DOJ, Department of Justice. Donc c'est simplement la loi du plus fort, là, vraiment. Oui. On vous dit de faire ça, vous le faites. Les Suisses, vous nous révélez le nom de tous les Américains qui ont un compte dont nous n'avons pas connaissance. Il n'y a pas de fondement juridique international. SWIFT se conforme simplement, on lui tord le bras. Et ils savent que s'ils ne tempèrent pas, les Américains mettront peut-être en place un système concurrent, et puis SWIFT, en quelques mois, perdra tout objet, parce qu'on est capable de créer en fait un équivalent. De toute façon, globalement, ce sont les technologies américaines qui sont utilisées. L'avantage étant que, bien que SWIFT était siège en Belgique, le réseau ayant assez rapidement fédéré des membres à l'international, même en Russie, en Chine, ça a fait consensus. Le fait de moderniser l'industrie bancaire, en se disant maintenant on arrive au moment où le rêve pour les banquiers, c'est-à-dire que l'argent ne dort jamais, on peut se faire un transfert entre New York et Hong Kong en l'espace d'un instant de clic sur un ordinateur, les machines se comprennent, on n'a pas besoin d'apprendre. Donc tout ça a été formidable, et ça a créé un tel engouement que ça a fédéré très rapidement le monde entier. Et c'est à ce moment-là que les Américains ont mis la main dessus, en comprenant bien qu'il y avait là des intérêts, que la donnée bancaire était une ressource géostratégique de premier plan et qu'il fallait s'en emparer.
Et donc, évidemment, Swift, en raison des technologies qu'elle utilise, ce que vous disiez très bien, est sous dépendance américaine. Et les Américains peuvent, comme on l'a vu récemment dans l'actualité avec Telegram ou TikTok, dire bon bah si vous n'êtes pas content c'est pareil parce que de toute façon que vous soyez chinois ou russe ou que vous soyez comme Telegram de nulle part, bah, c'est pas le cas. Vous êtes quand même dépendant du réseau américano-centré, on va dire. Et TikTok est un excellent exemple. Vous devenez américain, vous êtes autorisé à continuer vos activités. Si vous restez chinois, vous ne l'êtes plus. Voilà. Voilà, donc Swift, ou vous vous conformez à nos requêtes, ou vous devenez carrément américain, ou alors vous n'existerez plus. Et on montrera quelque chose, j'imagine, un autre service peut-être encore plus rapide et performant, parce que Swift, il y a des petits délais quand même dans les réponses. Les Chinois ont créé CIBC. Donc là aussi, c'est un système de transaction internationale. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment sorcier à mettre en place. Hein. C'est pas comme l'IA où on ne sait pas aujourd'hui si l'architecture DeepSeek ou l'architecture Grok ou l'architecture OpenAI, on ne sait pas laquelle encore va un jour devenir dominante. Là, Swift, on est capable de dupliquer ça. Hein. C'est le défi, je pense c'est le principal défi, je pense, de penser une nouvelle architecture de système bancaire actuellement, pour le XXe siècle en tout cas, et on le voit encore plus avec les tensions géopolitiques auxquelles on assiste, parce que s'entrechoquent des intérêts divergents, et notamment qui s'opposent à l'impérialisme américain. Principalement la Russie, la Chine et d'autres pays qu'on dit non alignés. Et le défi que ça qu'ils doivent implicitement relever, c'est le défi technologique. De pouvoir créer un réseau indépendant des États-Unis, avec d'autres technologies, et avec des acteurs aussi qui ne sont pas, comme on a vu les problèmes que posait Microsoft, des technologies qui soient indépendantes de ce que peuvent produire les Américains, qui eux font de l'informatique un outil de renseignement et de contrôle. Est-ce que vous pensez que ces projets-là, portés par la Chine et la Russie, ils vont pouvoir un jour rivaliser avec le système actuel? Et ça pourrait être le cas, évidemment, parce que à partir du moment où l'information devient disponible pour des politiciens, pour des partis politiques, pour des ambitions peut-être hégémoniques, même si ce n'est pas mondial, ça peut être régional. Ce qu'on peut soupçonner avec la Chine, par exemple, vouloir avoir une influence auprès de certains pays. Évidemment, c'est une réalité. Le contrôle peut être dirigé contre les citoyens aussi pour faire un usage coercitif. Ce n'est pas forcément propre aux Américains, mais en tout cas, là, dans le rapport de force, les Américains n'ont pas de concurrents actuellement. Et donc, ils ne pourraient pas prochainement rivaliser, enfin, c'est pas pour tout de suite, quoi. Il faut encore qu'ils puissent développer leur technologie et arriver à un point un peu plus... Développer les technologies et aussi imposer leurs standards au reste du monde, comme ça avait été le cas avec Swift, pour en faire un réseau d'influence. Alors, vous avez parlé du cas de l'Iran. Concrètement, quelles ont été les conséquences économiques pour le pays de ces sanctions? Eh bien, quand on est exclu du système SWIFT, vous n'avez plus accès au système bancaire. Les comptes sont gelés et puis vous êtes exclu, donc vous ne pouvez plus faire de transactions puisque Swift est obligé de cesser la fourniture de services. Donc quand ça a été le cas avec l'Iran, les principales banques ont été exclues sans préavis. Donc les Iraniens se retrouvent dans un État qui est fermé, avec lequel ils ne peuvent plus faire de transactions. Les entreprises qui avaient l'habitude d'avoir des relations commerciales avec l'Iran sont obligées de les cesser. Vous êtes fermé, vous ne pouvez plus faire de transactions non plus avec l'étranger. Donc c'est un peu le retour à l'âge de pierre quelque part. Et ça peut concerner... Donc dans le cas de l'Iran, c'était... j'ai écrit dans le livre Libris du pouvoir parce que c'est la première fois qu'un État entier a été exclu en 2012. Ça s'est fait sous la pression d'anciens membres de la communauté du renseignement aux États-Unis qui ont fait pression au prétexte, encore une fois, que l'Iran finançait le terrorisme dans la région. Et c'est toute la société civile iranienne en fait qui est impactée, avec après des problèmes autres qui sont l'inflation, le chômage, le manque de ressources pour les finances publiques. Et donc l'État qui n'est plus aussi en mesure de mener des politiques
pour sa population, avec tous les problèmes qu'il y a dans la région. Voilà, donc c'est des conséquences en chaîne très importantes. Et d'autre part, eh bien, ça oblige la société à se réorganiser. Et donc, par exemple, les Iraniens, pour sortir l'argent du pays, étaient souvent obligés de faire appel à des officines qui se trouvent à Dubaï. Mais donc ça crée des réseaux aussi informels, parfois mafieux, parce que déjà ils demandent énormément de commissions, ça va être entre 30 et 40%. Et au-delà de ça, rien ne garantit qu'ils pourraient retrouver leur argent. Donc après, pour faire des démarches, les Iraniens préfèrent renoncer. Est-ce qu'un pays comme la France pourrait être visé par des sanctions similaires, Philippe? Techniquement, la réponse est oui. Est-ce qu'on va trouver motif à le faire? Je pense que non. Ou alors ça veut dire que la France est classée juste entre la Corée du Nord et l'Iran du Sud. Non. Non, mais c'est vrai que, par contre, la surveillance de toutes les transactions donne certainement aux Américains des leviers énormes pour... pas corrompre, mais pour obtenir de nos autorités des comportements qui correspondent à ce que les Américains souhaitent. Par exemple, on sait que dans une période de guerre, c'est là que ce qu'on appelle les rétrocommissions explosent, bien sûr. Tout est traçable sur SWIFT. On peut savoir quelle politique a validé une aide de quelques milliards à un pays que je ne citerai pas, parce qu'il peut y avoir d'autres que ceux auxquels on pense aujourd'hui. Donc je valide une aide et en retour, ce qui est toujours fait, lors de la prochaine élection, ce pays que j'ai aidé va financer ma campagne en grande partie. Voilà, les commissions, les rétrocommissions sur les ventes d'armes, voilà. Mais tout ça, et dans SWIFT, tout ça est connu des Américains. La seule chose qui peut encore aujourd'hui passer, comme on dit, sous le radar, c'est les valises de billets. Ça existe encore, hein, bien sûr. Ou alors des pots de vin déguisés sous forme de transactions financières sur les marchés. Vous pouvez très bien décider de créer une différence sur un actif et celui qui est initié va toucher l'intégralité de la différence. Il n'y aura pas d'enquête, il n'y aura rien du tout. Mais grosso modo, quand même, l'essentiel des rétrocommissions et des flux en faveur d'un pays passe aussi par SWIFT. Je ne sais pas si vous me démentez, je parle sous votre contrôle. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour voilà, ça que c'est un sujet donc les Américains, au travers de tout ce qu'ils savent de circulation d'argent occulte, évidemment, si le centième était révélé aux populations qui aujourd'hui payent, hein, parce qu'on ne nous demande pas de notre avis, quand on décide d'aider un pays, on annonce 3 milliards, 15 milliards, 30 milliards, et aucune discussion. Si les gens savaient vraiment où va l'argent, ça se passerait très mal. Bon, les Américains, eux, ils savent d'où est parti l'argent, où il va. Tout à fait, oui. Et ça, c'est un sujet qui est très important que vous soulevez là, parce que, donc, comme on l'avait expliqué au départ, c'est les attentats du 11 septembre qui ont fait que le système s'est mis en place secrètement. Et c'est seulement en 2006 que les Européens ont découvert le scandale lorsque la presse américaine l'a révélé dans le New York Times. Donc jusque-là, ils n'étaient pas au courant de la surveillance des données de SWIFT. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que d'ailleurs de manière totalement décomplexée, James Woodley, qui dirigeait la CIA dans les années 90, a fait une tribune qui s'intitule « Pourquoi espions-nous nos alliés ?» Et il explique très clairement, en parlant des Européens, que c'est parce qu'ils pratiquent la corruption. Voilà, donc ça, c'est assumé totalement par les Américains que le versement de pots de vin d'entreprises européennes pour avoir des marchés, ou certainement aussi dans la classe politique ou autre, donc toute la corruption que l'on connaît en Europe, qui n'est pas du tout un secret, et qui est très inquiétant aussi en France, parce que du coup, ça devient un instrument de pouvoir et de contrôle. La corruption, c'est un vrai sujet et il faut lutter contre, parce que justement, ça provoque de nombreuses dérives. Quelqu'un qui est corrompu va être tenu. Et il est tenu, exactement. Et les Américains nous disent maintenant, tous les responsables européens savent que les Américains peuvent dire on vous voit, on vous a vu, et ça, faut plus le faire, par exemple.
Parce qu'il y a des choses aussi où ils peuvent dire vous arrêtez. Tant qu'ils disent rien, c'est qu'en fait, on peut continuer de le faire. Voilà. On sait qu'ils nous ont vus, on sait qu'ils nous voient la main dans le pot de confiture, mais ils disent rien. Voilà. Donc c'est qu'on rend d'autres services, évidemment, en échange. Tout à fait. Et puis par contre, il y a aussi des cas qui ont été emblématiques, comme le cas d'Alstom, où là, la corruption a été un moyen de récupérer une entreprise pour les Américains en disant « on vous a vu, comme vous disiez, la main dans le pot de confiture ». Et donc, maintenant, soit on trouve un deal, soit vous irez tous en prison, ou vous pouvez venir aux États-Unis. Pierucci a passé pratiquement 2 ans, je crois, dans un centre de détention. Et en plus, c'est un truc pas confortable. Hein. C'était pas le carré VIP de la prison de la santé. Hein. Voilà. C'était vraiment dans des conditions terribles. Et les dirigeants de l'époque... Je pense qu'il suffit de regarder un petit peu à quelle période l'affaire a eu lieu. Vous pouvez déjà savoir qui suivait l'affaire depuis l'Élysée, ou depuis les coulisses de l'Élysée, je ne dirais pas depuis le bureau présidentiel à l'époque. Vous verrez qui suivait l'affaire, qui n'a pas agi, qui a laissé faire les Américains. Est-ce qu'on est condamné à suivre la politique américaine, ou est-ce qu'on peut s'affranchir de ce contrôle ? Alors d'abord, ça dépendra de la volonté politique. Parce qu'il y a des atouts, il y a des cartes à jouer. D'une part parce que donc Swift est en Belgique, l'Europe aurait les moyens aussi de faire ses transactions à l'étranger en euros plutôt qu'en dollars pour aussi échapper au contrôle américain. Et aussi, il faut promouvoir les technologies de rupture. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire dès à présent. Par exemple, est-ce que l'Europe pourrait geler les comptes de Donald Trump et ceux de la Réserve fédérale, comme les États-Unis l'ont fait avec la Russie? Techniquement, oui, c'est possible. Mais est-ce qu'il y aurait la volonté de le faire si jamais on se retrouvait nous-mêmes acculés par la politique impérialiste américaine? Je crois que l'Europe se montre assez lâche concernant cette question et de toute façon n'a pas envie de prendre le problème comme il faudrait. Donc la politique européenne pour l'instant est vraiment une politique de suivi et alignée sur Washington. Et pour l'instant, ça ne change pas. Toutes les décisions qui ont été prises concernant les sanctions contre la Russie venaient des États-Unis. Jusqu'à maintenant, Vladimir Poutine est sur la liste noire des États-Unis, donc les avoirs sont gelés, la Banque centrale aussi. Ils ont gelé 300 milliards. Dans le cas d'Iran, c'était 1000. Donc c'est des sommes qui sont très très importantes. Techniquement, c'est possible de le faire avec SWIFT. On pourrait geler des avoirs de la Banque fédérale américaine, regarder qu'est-ce qui transite là-dedans, et puis on joue à armes égales. Russie et Iran, les Américains ne prenaient pas grand risque à geler les avoirs, puisque la rétorsion à ce genre de mesures, c'est d'accord, vous m'avez gelé mes avoirs, moi je liquide tous mes T-bonds. Voilà, j'en veux plus. La Russie avait déjà liquidé tous ses treasuries. Bon, les Iraniens, eux, n'ont plus la main, mais n'importe quel autre pays auquel dont on gèlerait les avoirs, mais qui détient d'énormes lignes de T-bonds, d'OAT, de Bund, etc., du jour au lendemain, s'il soupçonne qu'il y a un risque que, comme ça, par une inspiration, le matin, d'un seul coup, quelqu'un aux États-Unis dit « Allez, on gèle les comptes de la Chine, on gèle les comptes de l'Indonésie, on gèle les comptes de peu importe, la Tasmanie, on s'en fiche. » Tous ceux qui se disent « Je risque du jour au lendemain de me voir geler sur les caprices d'un Trump qui va nous tweeter quelque chose », personne ne prendra le risque. Donc, c'est vrai que nous, on sait par exemple que si on gelait les actifs de certains pays, ils liquideraient nos emprunts, etc. On se retrouverait à genoux en quelques heures avec un krach obligataire, mais dantesque, un truc qu'on n'aurait jamais vu dans l'histoire des krachs boursiers. Voilà. Donc c'est aussi l'équilibre de la terreur. Tout à fait. On s'en prend à des gens dont on ne craint rien, ou qui ont un moyen de riposte extrêmement faible, et évidemment, entre partenaires qui boxent dans la même catégorie, on ne se fait pas de crasse. Mais techniquement, oui, c'est possible. Alors, quant à dire on ne fait plus que des transactions en euros, alors là, Trump, il a été très clair, il a dit
vous voulez plus utiliser le dollar, 100% de taxes sur tout ce que vous importez ou exportez. Voilà. Ouais. Donc là, au moins, on sait où on va. Si on décidait de ne plus traiter qu'en euros, là, on sait qu'on se prend le maximum de rétorsion de la part des États-Unis. Voilà, et ça s'analyse aussi, c'est-à-dire que je crois que Trump veut être le président de l'Empire américain, celui qui va le mener à une sorte d'apogée, en fait, dans cette dynamique de conquête de marchés mondiaux, de contrôle sur les données mondiales, et on pourrait parler aussi de l'intelligence artificielle. Et donc, dans ce sens-là, il essaye de maintenir dans son emprise ceux qui pourraient rivaliser ou mettre en échec le modèle américain. Et effectivement, ne plus utiliser le dollar, utiliser d'autres systèmes de télécommunication pour faire des réseaux, même s'ils ne sont pas mondiaux, mais régionaux, etc. Ils voient ça comme une des principales menaces. Les sanctions américaines aussi sont dirigées dans ce sens-là. Et la Chine représente évidemment l'un des bêtes noires de l'Empire américain, puisque, ayant compris tout ça, est totalement dans la dynamique de vouloir s'en émanciper. Mais pour l'instant, ils n'osent pas encore l'affronter directement, même s'il y a quand même des entreprises comme Huawei ou d'autres entreprises de télécommunications qui sont blacklistées par Washington. Mais il est dans cette logique de vouloir maintenir sous emprise et de maintenir dans le giron de la gouvernance américaine tout ce qui pourrait vouloir un peu s'émanciper et faire un peu une politique indépendante, souveraine, et notamment au sein de l'Union européenne. Oui. Alors là, je ouvrirai une petite parenthèse un peu humoristique. Nous avons Volodymyr Zelensky qui dit il y a 50% de l'argent promis qui n'est jamais arrivé. Et les Américains qui confirment en disant ouais, il y a 50% des sommes, on ne sait pas où elles sont. Je vous rassure, SWIFT le sait. Mais ce qui est curieux, c'est ce manque de volonté d'investiguer pour savoir où est l'argent. Voilà. Donc j'imagine que ceux qui ne veulent pas investiguer doivent quand même en croquer un peu. Un peu, s'ils n'ont pas envie qu'on enquête là-dessus. Et puis ça ne nous intéresse pas tant qu'on n'a pas besoin de vous, mais le jour où on aura besoin que vous serviez nos intérêts, là on sera prêt à tout révéler. On saura vous rappeler que vous avez été pris comment on dit, la main dans le pot de confiture, et même les deux mains d'ailleurs. Alors vous parlez de l'IA. Est-ce qu'elle va permettre aux États-Unis de renforcer encore davantage leur surveillance et leur contrôle sur le système financier mondial ? Ouais, alors l'intelligence artificielle dans le système actuel va accentuer la dynamique de contrôle parce qu'il y a déjà, donc, pour que les établissements bancaires puissent surveiller les transactions, ça se passe effectivement par le traitement des données, des numéros de compte, parce qu'avec les numéros de compte, vous pouvez savoir d'où vient l'argent, de quel pays, de quelle banque, de quelle agence, c'est très localisé. Donc il y a déjà des services qui sont proposés par SWIFT, et puis ça se développe beaucoup par des sociétés américaines, de ce qu'on appelle le screening des transactions, qui permettent aux établissements de se mettre en conformité et de faire des rapports au département du Trésor. Et donc l'intelligence artificielle, en termes de traitement de masse de l'information, évidemment, va venir accentuer tous ces dispositifs en permettant de traiter encore plus de données en moins de temps. Donc ça, c'est aussi ce qui peut faire basculer quelque chose qui est quand même déjà assez sophistiqué en quelque chose qui peut ressembler un peu au crédit chinois, par exemple, pour savoir ce que vous avez, avec qui vous travaillez, parce que même les entreprises françaises qui travaillent avec des pays comme la Biélorussie ou la Russie ou d'autres qui sont sur la liste noire, l'axe du mal, eh bien, ne peuvent plus travailler avec ces personnes non plus. Donc ça touche vraiment par ricochet toute l'économie mondiale. Les entreprises françaises, par exemple, qui achètent des puces aux Chinois pour des Russes ou autres, ils sont obligés de se mettre en conformité. Ils ne peuvent plus travailler de cette manière-là. Donc à terme, le développement avec l'intelligence artificielle va accentuer cette tendance et ça va devenir difficile d'y échapper. Oui. Et Philippe, on parle parfois de crypto-monnaie comme étant un moyen de se débancariser, de sortir du système. Est-ce que ça peut permettre aujourd'hui d'être protégé contre ce contrôle américain ? Il faut rentrer
dans l'univers complètement décentralisé de quelque chose comme le Bitcoin. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de protocoles aujourd'hui qui sont totalement étanches à toute investigation américaine. Bon, là, aujourd'hui, le problème, c'est que quand vous voulez acheter du Bitcoin, il faut qu'il y ait un mouvement bancaire. Il va falloir que l'argent sorte de votre compte pour aller sur le réseau. Donc, on sait que vous avez déplacé de l'argent. On ne sait pas après ça ce qu'il devient, puisque là, justement, là, avec le Bitcoin, on ne peut plus. Surtout si vous avez un wallet froid, donc qui n'est pas, même pas, votre ordinateur n'est pas connecté, donc il n'y a plus aucun moyen d'investiguer. Mais on sait d'ores et déjà que de l'argent a quitté votre compte. Et quand l'argent revient, on sait aussi qu'il revient de l'univers des cryptos. C'est-à-dire que généralement, Bitcoin, ça revient sur un Tether, et puis ça revient après ça dans la devise qui vous arrange. Si vous avez ouvert un compte à Singapour, vous allez recevoir du dollar singapourien. Mais la discrétion absolue n'existe pas. Hein. Enfin, je parle encore sous votre contrôle, mais... Oh non, mais... non, mais oui, je rejoins cette idée. Et puis, quand il y a eu la grande razzia des oligarques russes, et pas que, mais on parlera aussi d'un deuxième sujet qui a été assez symbolique quand Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Mais concernant la razzia des oligarques russes, qui beaucoup avaient investi justement dans les cryptoactifs, ils n'ont pas échappé en fait, aux saisies suite aux sanctions. Et effectivement, c'est possible de tracer les informations circulant sur Internet également. Ce qui est marrant, c'est que le Department of Justice américain a perdu la trace de 1 milliard de crypto. C'est pas... Je ne sais pas là où ils en sont au niveau de la comptabilité ou l'intelligence artificielle, mais là, il y a des cryptos qui se sont volatilisés. Étonnant, non? Donc concrètement, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place dès aujourd'hui pour garantir notre souveraineté économique? Eh bien d'abord, il faut comprendre que les États-Unis ne sont pas nos amis, ce qui, je crois, est en train de se révéler assez brutalement à travers le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais ça fait longtemps, en fait, qu'ils ne sont pas nos amis et ils mènent une guerre économique contre la France, en particulier, je crois, parce que la France et l'Europe, mais la France a développé beaucoup des technologies qui servent d'appui à l'hégémonie américaine. Je parle dans mon livre de la création d'Internet parce que c'est un sujet qui est très important et les datagrammes qui avaient été inventés en France qui ont permis aussi après la création du réseau avec TCP/IP sont une grande part de l'hégémonie américaine. Et il y a aussi d'autres technologies de la 4e révolution qui ont été inventées ou co-inventées en France. Notamment avec Rachid Yazami qui a inventé la batterie à lithium-ion, qui a donné l'électromobilité, l'impression 3D avec Jean-Claude André, la commande vocale avec Martin Camp. Bref, il y avait un véritable vivier en France qui a été détruit. L'industrie de la puce avec Roland Moreno. Tout à fait aussi, la carte à puce. Et donc toutes les industries aussi qui permettaient de promouvoir ces travaux, de les industrialiser, etc., représentaient une menace pour les États-Unis. Et je crois que d'ailleurs, il y a eu, j'explique dans le livre, mais il y a eu des commissions d'enquête qui ont révélé que les entreprises qui ont le plus payé d'amende dans le cadre des sanctions américaines sont en fait les entreprises européennes. Donc ça, c'est la première chose, c'est d'abord de bien comprendre que les États-Unis ne sont pas nos amis et qu'il faut avoir une politique souveraine en matière économique et que l'indépendance dans ce domaine dépend d'une nouvelle architecture du système bancaire et financier. Les pays qui ont été sous embargo, comme la Russie, l'Inde, la Chine l'a compris aussi, se sont repliés sur eux-mêmes et je pense qu'on va assister à une forme de démondialisation dans ce sens-là, parce que ça a d'abord obligé à une réindustrialisation, à repenser la société d'un point de vue national. Et je crois qu'il ne faut pas attendre qu'on arrive au pied du mur pour se poser les bonnes questions dans ce domaine-là. Et il y a des travaux qui ont été faits qui permettraient, je pense à Louis Pouzin, dont je parlais pour les datagrammes et Internet, il y a déjà des travaux qui ont été faits dans ce sens-là. Et la France devrait continuer à les promouvoir. Et je trouve qu'on est dans un renoncement et un alignement quand même avec ce qui se passe aux États-Unis. Et ça pourrait se retourner assez fatalement contre l'Europe.
Voilà. Il pourrait y avoir des sanctions contre la France ou contre des sociétés européennes qui porteraient atteinte à l'hégémonie américaine. Ça pourrait arriver. Alors Philippe, comment est-ce que vous voyez le monde de demain? Est-ce qu'on va plutôt vers un monde où les différentes sphères d'influence s'opposent et se fragmentent? Je pense qu'il y a quelque chose qui a complètement émergé depuis la chute du mur de Berlin. On le voit avec les James Bond. Avant, l'ennemi était la Russie. Puis depuis, c'est devenu des espèces de méchants globalistes, internationaux, etc. Il se trouve que, renseignez-vous un peu, ça existe, ces méchants qui placent leurs pions dans tous les pays, voire à la tête des gouvernements, voire à la tête des États, avec un agenda qui est totalement contraire à la culture des pays, à ses traditions démocratiques, etc. Donc là, aujourd'hui, la rivalité n'est plus droite-gauche, ou libéralisme contre dirigisme, ou social-démocratie contre libertarisme. La lutte aujourd'hui, elle est souveraineté contre transnationalité. Et c'est ce que Trump est en train de ramener aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a une lutte à mort. Elle n'est pas encore gagnée. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'il est omniprésent dans les médias que Musk tweete beaucoup. Enfin, son équipe, naturellement, tweet énormément et est très bien renseigné. Je précise qu'il ne tweete pas des trucs comme ça leur vient. Mais c'est pas gagné. Il y a encore à la CIA et à la NSA des gens qui sont dans la mouvance Biden, Blinken, Nuland. Victoria Nuland, c'est elle qui a orchestré le coup d'État du Maïdan, qui a fait basculer l'Ukraine, qui a ensuite nommé pratiquement tous les membres du gouvernement ukrainien. Donc ces gens-là sont toujours très très bien placés à la CIA, à la NSA, dans 14 autres agences et au FBI. Comme disait Trump dans son premier mandat, je vais nettoyer les écuries. Comme dirait le général de Gaulle, vaste projet ou vaste programme. Et pour citer alors un autre dirigeant qui connaissait très très bien les États-Unis et leur façon de fonctionner, c'est Henry Kissinger qui disait être un ennemi des États-Unis, c'est très dangereux. Être un ami, c'est parfois mortel. Donc on sait, et ça cet aphorisme date des années 80, et rien n'a changé depuis. Voilà. Mais aujourd'hui, qui est à la tête du pays, c'est plutôt un souverainiste, et qui il essaye de dégager, c'est des globalistes. Et les globalistes se sont repliés sur l'Europe. On le voit, Soros fils est revenu sur l'Europe. Les tentatives de faire monter encore la sauce avec Poutine, tous les va-t-en-guerre américains sont en train de se replier sur l'Europe. Et eux connaissent aussi tout des mouvements financiers des dirigeants européens. Donc ils ont un énorme levier. Si on dit vous continuez de mettre la pression sur Poutine, ou on révèle tout, on peut vous dire qu'ils vont continuer de mettre la pression sur Poutine. Voilà, c'est pour vous dire, voilà les enjeux. Quand vous contrôlez quelque chose comme SWIFT, vous contrôlez tous ceux qui en sont les usagers. Donc 99% n'ont rien à se reprocher. Mais il y en a peut-être 1% ou même 0,1%, peu importe, parce que ce sont les décideurs. Et ceux-là, vous savez exactement tout ce qui a été fait et vous les tenez. Est-ce que vous auriez peut-être un conseil à adresser à nos lecteurs qui n'ont pas forcément connaissance de ce problème? S'ils n'en ont pas connaissance, c'est de lire le livre. Évidemment, parce qu'il y a beaucoup de clés de compréhension dedans. C'est pour ça que je l'ai écrit d'ailleurs, parce que ce qui est malheureux dans tous ces systèmes, c'est que ce sont les populations qui souffrent, peu importe les pays. Aujourd'hui, c'est les plus vulnérables qui vont souffrir de tout ça, évidemment. Et je crois qu'il faut réfléchir dès à présent à de nouveaux enjeux pour la société de demain, parce que le monde a changé et il faut bien comprendre que si on ne mène pas de front ces réformes, on va subir quelque chose de très violent qui pourrait même être assez irréversible. On voit là, avec la montée en pression sur la scène internationale, les relations géopolitiques peuvent basculer très vite. Et si la Chine, la Russie arrivent à s'organiser, il faut commencer dès à présent à suivre
cette tendance, parce que c'est là que se trouve l'avenir. On ne pourra plus vivre sur des modèles du passé sur ces questions-là. Merci beaucoup Héloïse d'avoir accepté notre invitation, c'était très intéressant. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à suivre Héloïse Benamou sur son site personnel, héloïsebenamou.com, pour retrouver toutes ses analyses. Et pour plus de contenu, je vous invite à télécharger le dernier rapport des publications Agora. Le lien se trouve en description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et merci encore à tous les deux pour l'entretien. Et pour plus de contenu, je vous invite à télécharger les rapports rédigés par Héloïse Benamou et Philippe Béchade en description de la vidéo. Vous y découvrirez la synthèse de l'affaire Swift, ainsi que des recommandations concrètes pour protéger votre patrimoine, signé Philippe Béchade.